chercheur en analyse de cycle de vie. Alors, pas que l'analyse de cycle de vie dynamique, mais effectivement, je me suis intéressée à la question avec ma collègue Adélaïde Ferraille, qui ne présentera pas avec moi aujourd'hui. Et donc, nous avons, suite en fait au projet de réglementation, examiné cette question donc, depuis quelques mois. Et donc, on va vous faire, je vais vous faire une présentation de cette réflexion. Alors, pour resituer le contexte, la future réglementation du bâtiment on prévoit d'intégrer un indicateur de changement climatique. Et l'indicateur qui est choisi est dynamique et il se base sur une méthode qui a été développée par le CIREG, qui est donc un centre de recherche canadien sur l'analyse de cycle de vie. Alors, depuis que ce projet est sorti, il y a eu de nombreuses réactions dans le monde professionnel, des pour et des contre. Des pour côté matériaux biosourcés et puis des contre plutôt côté matériaux cimentaires. Alors, sans rentrer on va dire dans la guerre des matériaux, ce qui n'est pas du tout l'objectif, l'idée ici de cette présentation, c'est d'abord de permettre à tous de comprendre ce que ça veut dire, cet indicateur de changement qui représente en fait l'effet sur le changement climatique, de faire comprendre ce que c'est que ces approches dynamiques, de comprendre les méthodes de calcul, puis les différentes manières dont cet indicateur dynamique peut être calculé. Et enfin, de discuter de la pertinence scientifique de ces méthodes. Et puis, j'ouvrirai au-delà parce que ce que vous voyez là, en fait, ça reflète une note qui a été mise en ligne, dont je donnerai le lien à la fin, et une vidéo. Donc, je vous lirai un petit peu le débat aussi au-delà de cette note. Alors, commençons d'abord par comprendre ce que c'est vraiment le changement climatique et comment on le mesure. Donc, le soleil réchauffe la Terre absorbe une certaine quantité d'énergie sous forme d'infrarouge et puis elle renvoie une partie de cette énergie vers l'espace. Ce qui se passe, c'est que dans l'atmosphère, on a certains gaz, qu'on appelle gaz à effet de serre, qui vont renvoyer une partie de cette chaleur vers la Terre. Alors, c'est un phénomène naturel, il ne faut pas confondre l'effet de serre et le changement climatique. L'effet de serre, heureusement qu'il existe, puisque s'il n'y avait pas d'atmosphère avec des gaz à effet de serre, on serait à peu près à moins 15 degrés en moyenne sur la Terre, et donc sans doute que la vie n'y serait pas présente. Donc, l'effet de serre est un phénomène naturel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous émettons des gaz à effet de serre en trop grande quantité, ce qui fait que l'effet de serre s'accentue et dérègle le climat. Donc, si on reprend cette petite molécule de CO2 ici que j'ai représentée, elle renvoie donc une partie de cette énergie vers la Terre et quand même aussi une petite partie part vers l'espace. Et on va mesurer en fait en laboratoire ce qu'on appelle l'efficacité radiative, qui est donc pour chaque type de gaz dans une atmosphère reproduite, une atmosphère terrestre reproduite à l'identique en laboratoire. C'est la proportion d'énergie qui est renvoyée vers la Terre par 1 kg de ce gaz. Alors, ce gaz, il va rester un certain temps dans l'atmosphère et donc on va prendre en compte les effets temporels. Et c'est ce qu'on va appeler le forçage radiatif cumulé, qui représente l'énergie cumulée reçue par 1 mètre carré de surface terrestre pour 1 kg de gaz à effet de serre. Et elle est cumulée dans le temps, puisqu'on va voir que la masse du gaz qui est émis, le kilogramme qu'on émet à un temps zéro, eh bien, il va se dégrader et donc il y a un temps de dégradation. Et donc l'énergie renvoyée vers la Terre, forcément, elle dépend de cette vitesse de dégradation. Alors, si on veut représenter en fait le forçage radiatif cumulé, qui est vraiment la grandeur qui permet ensuite de calculer les effets sur le changement climatique, on peut le représenter de 3 manières. Ici, je vous ai mis en haut à gauche une concentration en CO2 qui a été émise dans l'atmosphère et puis en jaune en bas, c'est un autre gaz à effet de serre. Alors, on voit que cette concentration émise à un moment donné, elle va diminuer en fonction du temps.
Alors, le forçage radiatif cumulé, mais en fait, c'est l'intégrale de cette dégradation de concentration en fonction du temps, multipliée par la valeur de l'efficacité radiative dont j'ai parlé juste avant. Donc, chaque gaz a sa valeur propre d'efficacité radiative. Alors, si je représente maintenant cette intégrale en fonction du temps, c'est la deuxième courbe que je viens de montrer. On peut représenter à un temps donné la valeur du forçage radiatif cumulé pour chaque gaz à effet de serre. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que l'évolution pour le dioxyde de carbone, le CO2 en rouge, elle n'est pas du tout la même que pour les autres gaz à effet de serre. Et en effet, c'est un petit peu différent parce que autant les gaz à effet de serre, l'ensemble des gaz à effet de serre se dégradent et à un moment vont atteindre une valeur zéro, une valeur nulle, autant ça n'est pas le cas pour le CO2 qui, lui, quand on en a émis une certaine quantité, au bout d'un temps très très long, il en reste environ 22% dans l'atmosphère, ce qui fait que l'intégrale reste linéaire en fonction du temps à partir d'un certain moment. Et donc, ça continue toujours d'augmenter. Alors, on peut représenter ce calcul sous forme aussi mathématique avec un calcul d'intégrale. Donc, on fait l'intégration en fonction du temps de la concentration multipliée par l'efficacité radiative. Celle-ci, elle est considérée approximée constante en fonction du temps. Alors, elle peut varier. Elle peut varier essentiellement, en fait, elle a varié déjà en fonction de la mise à jour de modèles du GIEC et aussi de la concentration totale des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, en fait, on sait qu'elle varie de manière très, très lente. Et c'est pour ça que sur les temps que l'on considère, on peut l'admettre invariable. Et donc, on la sort de l'intégrale. Alors, de quoi dépend ce forçage radiatif cumulé? Il dépend tout d'abord de la quantité de gaz à effet de serre que l'on aura émis, évidemment de la valeur de l'efficacité radiative qui est propre à chaque gaz à effet de serre, et puis également de la durée que l'on aura choisie pour le calculer. Et cette durée, on l'appelle l'horizon temporel de l'impact. Alors, comment on peut choisir l'horizon temporel de l'impact? C'est vrai qu'on pourrait se dire, on va prendre le temps à partir duquel tous les gaz à effet de serre ont été dégradés. Sauf que, comme je l'ai expliqué juste avant, le CO2, lui, ne se dégrade jamais entièrement. Ce qui fait que le choix de l'horizon temporel de l'impact n'a pas de justification scientifique, dans le sens où on ne peut pas dire, une fois que j'ai émis tant de kilos de CO2, à partir de telle durée, eh bien, ça n'a plus d'effet sur le changement climatique. Les questions qu'on peut se poser alors, c'est est-ce qu'on doit prendre une durée, un horizon temporel d'impact différent pour une même masse du même gaz à effet de serre émis à des endroits et des instants différents? Est-ce qu'on peut prendre un horizon temporel d'impact différent pour différents gaz à effet de serre? Alors, en réalité, puisqu'on ne peut pas choisir une valeur au-delà de laquelle tous les gaz auraient été dégradés, on choisit cette valeur par convention. Et cette convention, elle est artificielle, hein, mais elle doit par contre respecter quelques règles. Elle doit rester la même pour tous les gaz à effet de serre et pour tous les lieux et tous les moments où un gaz à effet de serre est émis. Alors pourquoi? D'abord, la même durée d'intégration pour tous les gaz à effet de serre, ça permet d'intégrer dans le calcul l'effet de la vitesse de dégradation. Donc, j'ai représenté ici en vert, hein, sur les courbes en bas, un autre gaz qui se dégraderait plus rapidement que le gaz en jaune. Et on voit bien que si on prend la même durée d'horizon temporel d'impact, on va bien voir que le gaz en vert contribue de manière moins importante au changement climatique que le gaz en jaune, en supposant là que leurs efficacités radiatives sont comparables. Et puis, l'autre raison qui est sans doute la plus importante, c'est que l'effet sur le forçage radiatif d'une masse de gaz à effet de serre, une fois qu'elle est émise, il a toujours lieu. C'est un phénomène physico-chimique. J'ai émis un gaz à effet de serre et il va, pendant la durée que j'ai considérée, contribuer au changement climatique, quel que soit le moment ou le lieu où il a été émis. Et sa vitesse de dégradation, aujourd'hui, aucun élément ne peut nous dire qu'elle sera différente et son efficacité radiative sera la même
avec les précisions que j'ai apportées tout à l'heure sur les durées courtes que l'on considère. Alors maintenant, venons-en, maintenant qu'on a bien compris le calcul du forçage radiatif cumulé, venons-en au calcul de l'indicateur. Alors l'indicateur, il est basé sur le calcul d'un facteur, le facteur PRG, qui s'appelle donc potentiel de réchauffement global, qui représente en fait le quotient, le ratio entre 1 kg de concentration de gaz à effet de serre divisé, alors le forçage radiatif cumulé d'1 kg de concentration de gaz à effet de serre divisé par le forçage radiatif cumulé d'1 kg de CO2. Donc on peut aussi le représenter de façon mathématique. Alors, pourquoi est-ce qu'on calcule ce ratio? En réalité, il n'a pas une réelle signification physico-chimique, c'est simplement une conversion d'unité. L'unité du forçage radiatif cumulé, c'est des watts-ans par mètre carré par kilogramme. Ce n'est pas une unité très parlante vis-à-vis notamment des décideurs. Donc, on le divise par celui du CO2 pour pouvoir exprimer ce facteur en équivalent CO2 par kilogramme de gaz à effet de serre. Alors, évidemment, le CO2 lui-même a son propre facteur PRG qui est égal à 1 puisque le numérateur et le dénominateur ont les mêmes valeurs. Alors, une fois qu'on a compris le facteur, comment calcule-t-on l'indicateur? On va calculer l'indicateur en multipliant chaque masse de gaz à effet de serre émise par son facteur PRG propre qui est calculé sur l'horizon temporel d'impact que l'on aura choisi. Alors, communément, et c'est souvent le cas en fait, notamment dans les normes, la convention pour l'horizon temporel d'impact est choisie à 100 ans, mais on pourrait choisir une autre valeur. Alors maintenant, venons-en aux questions dynamiques. Dynamique, ça veut dire la prise en compte du temps. Et ici, j'ai pris un petit exemple pour faire comprendre si le fait qu'on va retarder une émission, est-ce que ça fait diminuer le forçage radiatif cumulé. Donc ici, on a l'exemple d'une émission, la courbe en rouge, c'est l'émission de 5 kg de CO2 au temps zéro. Et puis, on la compare à 5 émissions de 1 kg de CO2 qui sont réparties dans le temps entre 0 et 100 ans, tous les 25 ans. Alors, si on calcule le forçage radiatif cumulé, voilà ce qu'on obtient. On voit bien que quand on suppose que tout est émis au temps zéro, on n'a pas du tout la même allure que lorsque on a étalé les émissions dans le temps. Ça veut dire donc qu'effectivement, oui, il y a une différence. Émettre 5 kg au temps zéro, ce n'est pas équivalent à émettre 5 fois 1 kg tous les 25 ans. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, l'indicateur statique qui correspondrait au calcul où on a tout mis au temps égal 0 ne reflète pas cet effet du temps. Et que donc, si on doit calculer un indicateur dynamique, il doit refléter la baisse du forçage radiatif du fait des émissions différées. Alors, du coup, si on commence à rentrer dans un aspect dynamique, ça veut dire qu'au départ, quand on fait de l'analyse de cycle de vie, on calcule les masses totales de gaz à effet de serre émises et on suppose qu'elles sont toutes émises à un temps, peu importe lequel, au même temps. Évidemment, si on passe sur des indicateurs dynamiques, il va falloir savoir à quel moment ces émissions sont émises. Donc ici, si je représente ce qu'on appelle donc l'inventaire, c'est la liste de tous les gaz à effet de serre et leur quantité. Quand on est dans une approche statique, cet inventaire, je l'ai représenté ici, c'est comme si on mettait tout au temps zéro. On ne prend pas en compte la durée du cycle de vie de l'objet qu'on étudie. Dans le cas de la réglementation, c'est le bâtiment. On prend une durée d'intégration, un horizon temporel d'impact qui est le même. Ici, c'est 100 ans. Et puis, la durée, en fait, qu'on prend en compte, c'est uniquement celle de l'horizon temporel de l'impact qui démarre à 0 et se termine à 100. Lorsqu'on passe à un inventaire dynamique, où là, on va préciser à quel moment chaque émission se passe, et bien ici, on va découper en fait ce total en fonction du temps. Ici, maintenant, on a différentes grandeurs de temps qui apparaissent. Le cycle de vie, maintenant, il a une durée. On va appeler DCV, et cette durée de cycle de vie, elle s'étend de la première émission à la dernière.
attention, elle est à différencier de la durée de vie du bâtiment. Évidemment, dans le cas d'un bâtiment qui a une durée de vie assez longue, il y a eu des émissions avant la construction du bâtiment, il y en aura après, la démolition, etc. Donc, la durée du cycle de vie, c'est vraiment la durée de vie du bâtiment, mais à additionner des émissions qui ont lieu avant et après. On garde, comme on l'a dit, la même durée d'intégration pour toutes les émissions, donc ici, qu'on a mise à 100 ans. Et donc, on voit bien qu'ici, on a une durée totale à considérer, qu'on a appelée durée d'observation DO, qui démarre à 0, mais là, elle ne se termine plus à 100 ans, mais elle se termine après, et se termine même exactement à la durée du cycle de vie, plus la valeur de l'horizon temporel de l'impact. Alors maintenant, si on revient à un indicateur dynamique, eh bien, par rapport à l'indicateur statique, c'est à peu près la même chose. On va multiplier chaque masse de gaz à effet de serre par son facteur, mais la valeur de la masse, elle est différente à différents moments du temps, que j'appelais ici T1, T2, T3, etc. Donc, on va avoir des masses différentes à différents moments et aussi des valeurs de PRG différentes, de facteurs PRG différentes aux différents moments. Alors, dans notre exemple, la durée à considérer ici, c'est 200 ans, puisqu'on avait pris une durée de cycle de vie, c'est-à-dire le moment entre la première émission et la dernière 200. Comme on a pris un horizon temporel d'impact de 200, eh bien, la somme des deux, c'est 200. Alors maintenant, essayons de calculer l'indicateur dynamique. Alors, on va regarder plusieurs méthodes. Alors, la première, c'est de se dire, je fais comme pour le statique, c'est-à-dire je prends la courbe de dégradation du gaz à son temps égal 0, puis celle du deuxième gaz à un autre temps. Je les intègre sur leur durée, sur l'horizon temporel de l'impact, et je fais la même chose. Donc, pour chaque molécule de gaz à effet de serre émise à un temps donné, je prends l'équivalent du CO2, d'un kilogramme de CO2 émise au même temps et sur la même durée. Alors, dans ce cas-là, on va avoir ici, pour le CO2, puisque dans mon exemple, j'ai pris du CO2, comme le facteur est égal à 1, on va avoir cette courbe en escalier où on va avoir, l'indicateur va monter de 1 à chaque fois qu'on aura émis 1 kg, et au bout de 100 ans, on aura atteint la même valeur que pour l'indicateur statique. Alors, cette méthode, elle ne permet pas de refléter la baisse qu'on avait constatée, que j'ai remis en bas à droite, lorsque les émissions sont retardées. Donc, une autre façon de faire, c'est de dire, bien, à chaque fois que j'émets un gaz à effet de serre au temps T, je prends en compte son horizon temporel d'impact de 100 ans. Et par contre, au dénominateur, je démarre toujours à 0. Je prends la référence toujours à 0, mais elle s'étend jusqu'à la fin de la durée d'intégration du gaz à effet de serre qui est au numérateur. Donc ici, si on a émis au temps T, c'est-à-dire que la durée d'intégration du CO2 pour ce gaz-là, elle sera de HTI plus T. Ici, voilà le type de courbe que l'on obtient. Donc ici, on voit que la durée d'intégration du CO2, elle augmente quand l'émission est retardée, donc ça fait baisser la valeur de l'indicateur. Et on voit bien qu'on a un indicateur dynamique dont la valeur, au bout de 200 ans, est bien inférieure à la valeur de l'indicateur statique. Donc, ça veut dire que cette méthode, elle permet bien de refléter la baisse du forçage radiatif qu'on avait constaté. Alors maintenant, regardons la méthode CIREG. Dans la méthode CIREG, ce qui se passe, c'est que le choix a été fait de garder le dénominateur constant. Donc, on va garder 100 ans et on va toujours diviser en fait, le numérateur par la même valeur d'un équivalent d'1 kg de CO2 émis au temps 0 et intégré sur 100 ans. Et par contre, au numérateur, on va diminuer la durée d'intégration d'un gaz à effet de serre s'il est émis plus tard. Comme on va fixer un horizon temporel, alors du coup, ce n'est pas un horizon temporel d'impact, c'est une durée pour l'intégration de 100 ans, mais qui est fixe et qui est la même pour tous les gaz. Ça veut dire ici que globalement, la courbe, c'est la même que tout à l'heure. Simplement, au lieu de prendre la valeur qui considère la somme HTI plus DCV, on va prendre 100 ans, parce que ça a été décidé comme ça. Et donc, ici, on obtient une différence avec le statique qui est beaucoup plus importante. Elle est plus importante, pourquoi? Parce que
les calculs de l'effet et du forçage radiatif cumulé sont tronqués par rapport à la méthode précédente. Donc, en fait, on voit bien une diminution, mais en fait, cette diminution, elle est surestimée parce que les durées d'intégration au numérateur sont tronquées. Et donc, on a l'effet du décalage plus l'effet de troncature. Alors, comment c'est justifié? Dans leur publication, le CIREG, donc ça j'ai repris en fait la figure qui est dans l'article, comment c'est justifié? Le CIREG dit, moi je choisis une durée d'observation de 100 ans. Ensuite, je connais la durée de cycle de vie du bâtiment et je constate que quand je fais mon calcul d'indicateur, l'horizon temporel de l'impact va dépasser la durée que j'ai choisie. Donc, je constate une incohérence temporelle puisque la durée d'intégration des gaz à effet de serre retardés dépasse la durée que j'ai choisie. Et donc, je décide de tronquer le calcul du forçage radiatif cumulé. Alors, pour nous, il y a une incohérence de raisonnement dans cette approche, puisque la durée du cycle de vie du bâtiment, elle a une valeur factuelle, observable et connaissable, même si ce n'est pas toujours facile de le connaître exactement. L'horizon temporel de l'impact, on l'a dit, doit être le même pour tous les gaz à effet de serre, quel que soit le moment de leur émission, parce que ça représente tout simplement une réalité physico-chimique. Et donc, on ne peut pas dire que des valeurs factuelles et justifiées peuvent être soumises à la valeur d'un choix arbitraire qui, lui, est dit arbitraire par les auteurs et qui n'est pas donc justifié. Alors, pour corriger ce raisonnement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien prendre la durée du cycle de vie du produit, au sein duquel on voit bien la durée de vie du produit. On prend donc effectivement le moment entre la première émission et la dernière émission. Ce sont des valeurs factuelles et observables. L'horizon temporel, lui, doit être le même pour tous les gaz à effet de serre. Et donc, on en déduit une durée d'observation qui est dépendante de deux valeurs factuelles et qui n'est donc pas une valeur arbitraire. Alors, si maintenant on applique ça à la réglementation environnementale telle qu'elle est prévue, dans cette réglementation, la durée de vie du produit et la durée du cycle de vie ont été confondues, sont supposées être les mêmes et d'une valeur de 50 ans. Dans ce cas-là, que dit la réglementation? Toutes les émissions, cette hypothèse, ça suppose que toutes les émissions, les premières, celles qui ont lieu avant et les dernières, celles qui ont lieu après, elles ne sont pas tronquées, elles ne sont pas enlevées, elles sont simplement supposées être soit à 0, soit à 50. Donc ramenées aux bornes. Et puis, l'horizon temporel de l'impact est appliqué à chaque émission. Et donc, effectivement, si on en déduit qu'après la dernière émission à 50 ans, on doit rajouter l'horizon temporel de l'impact puisque la valeur a été choisie de 100 ans pour la réglementation et que donc la durée d'observation, ici, elle doit être de 150 ans. Alors, en fait, la réglementation, elle ne fait pas exactement le calcul du CIREG. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, les professionnels du bâtiment, ils ont l'habitude de manipuler l'indicateur statique de l'horizon temporel de 100 ans. Donc, ils ont produit un facteur correctif à cet indicateur en fonction du moment de l'émission. Et ce facteur correctif est basé sur la méthode du CIREG. Donc, en fait, on a l'évolution en escalier qu'on avait vu tout à l'heure, mais avec la taille de la marche qui diminue puisqu'on a mis un facteur correctif lié aux effets dynamiques, basé sur la méthode du CIREG. Et donc, effectivement, la différence qu'on observe par l'indicateur de la réglementation, elle est bien la même que celle qui est observée avec la méthode du CIREG. Alors, donc, je le répète, les coefficients actuels de la réglementation, ils sont basés sur une durée d'observation de 100 ans, qui selon nous n'est pas justifiée. Alors que, en fait, la vraie valeur, celle qui est justifiée scientifiquement, ce serait une valeur corrigée à 150 ans. Donc, nous avons recalculé les facteurs correctifs qui surestiment, donc, et on voit qu'effectivement, à 50 ans, les coefficients actuels, ils surestiment la diminution, on les voit ici en bas. Ils surestiment la diminution du retard des émissions d'environ 34%.
Alors, donc, pour conclure un peu sur cette méthode dynamique, la méthode du CIREG, elle surestime l'effet temporel parce que les effets des émissions des gaz à effet de serre sont tronqués. La méthode qu'on propose, elle va respecter la réalité physico-chimique en gardant un horizon temporel d'impact constant, quel que soit le lieu et le moment de l'émission. Alors, pour aller un petit peu plus loin aussi sur cette note, on a aussi regardé les effets à long terme. Ici, je reprends la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure sur la durée de 200 ans. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe sur le plus long terme. Si on regarde maintenant sur une durée de 2500 ans, ce qu'on voit, c'est que la différence qu'on avait observée au tout début, en fait, elle s'estompe. Et si on prend la différence entre les deux courbes à 2000 ans, on n'est plus qu'à environ 2%. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que retarder des émissions, ça fait diminuer le forçage radiatif cumulé, mais logiquement, en fait, puisqu'on les retarde, il augmente moins vite. Mais finalement, si on ne les retarde que de quelques dizaines d'années, même 100 ans, l'effet sur le forçage radiatif cumulé de long terme, lui, ne changera pas, c'est le même. Et donc, ça veut dire que l'effet bénéfique potentiel d'un étalement, il est temporaire, il est de court terme, et effectivement, il pourrait être utile pour éviter de dépasser le seuil irréversible de réchauffement tel que défini par le GIEC, mais seulement si, à côté, il y a une baisse réelle et significative de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce serait le bonus, mais on ne peut pas compter sur le stockage de CO2 de court terme ou le retard de court terme pour résoudre le problème du changement climatique. Alors, au-delà de la note, donc là, ce que je viens de décrire, c'est ce qu'il y a dans la note et puis dans la vidéo. Au-delà de la note, je vais faire quelques réflexions parce que ce n'est pas la première fois du coup que je présente ce travail et j'ai un peu, on va dire, récupéré un certain nombre de remarques et de commentaires que j'ai essayé de vous mettre. Donc, j'ai appelé les éléments du débat. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat sur le fait qu'on doit calculer l'indicateur d'une manière cohérente scientifiquement. Alors, voilà les arguments que j'ai entendus. Oui, stocker ou retarder les émissions, ça permettra peut-être d'éviter de passer le seuil irréversible où le climat sera totalement déréglé. Même si l'effet à long terme est le même, il y a urgence. Et ça, c'est vrai, il y a urgence. L'effet recherché, c'est pour aujourd'hui et ce n'est pas dans 50 ans. Stocker ou retarder les émissions n'implique pas de brûler les stocks à la fin de vie. Donc, imaginons qu'on a un matériau biosourcé dans un bâtiment. Lorsqu'on le démolit, on n'est pas obligé de brûler le bois ou les autres matériaux. Et en fait, les générations futures, elles auront le choix et le délai pourrait encore être repoussé. Et puis enfin, l'autre argument que j'ai entendu, c'est que finalement, la série dynamique n'a pas besoin d'être exacte scientifiquement, puisque c'est un instrument politique pour rééquilibrer rapidement l'usage des matériaux biosourcés dans le bâtiment. Alors, voilà les questions, les remarques que je peux faire suite à ces différents, on va dire, arguments que j'ai entendus. Alors, oui, donc je l'ai dit juste avant, on peut effectivement utiliser ce stockage ou ce retard comme un effet bonus, quelque chose qui nous permettrait d'éviter de passer le seuil. Mais en fait, ce n'est pas la solution. C'est juste effectivement une solution un peu d'urgence qui nous éviterait quelque chose, mais il faut quand même que le reste baisse, sinon ça ne servira à rien. Alors, l'effet à long terme est le même, il y a urgence, l'effet recherché, c'est pour 50 ans. Eh bien, si dans la réglementation, on souhaite effectivement bloquer les choses à 100 ans, dans ce cas-là, on peut changer l'horizon temporel de l'impact et utiliser pour l'indicateur statique et dynamique un horizon temporel d'impact à 50 ans, ce qui rendrait les choses cohérentes d'un point de vue scientifique et qui permettrait de mesurer rigoureusement les effets sans tronquer une partie de l'impact. Et puis, je me pose une question, si vraiment l'enjeu de court terme recherché, on se trompe un peu de mesure, puisque la réglementation concerne les bâtiments neufs, qui ne représentent qu'une toute petite part du parc immobilier, et que l'enjeu de court terme, aujourd'hui, c'est la rénovation. Il n'est pas concerné par cette réglementation, et peut-être qu'effectivement,
L'enjeu, c'est plutôt de favoriser des biosourcés qui seraient plus éventuellement plus vertueux au niveau du changement climatique, s'ils le sont. Donc, de les favoriser au niveau de la rénovation, mais pas forcément au niveau des bâtiments neufs. Donc, selon moi, on se trompe un peu de cible. Alors, stocker, ça n'implique pas qu'on va tout brûler à la fin. Alors moi, là, c'est un avis personnel, mais je suis très sceptique, puisqu'aujourd'hui, tout est vert. La valorisation énergétique des déchets végétaux, c'est vert. Il y a une confusion totale sur ce qui est vert et ce qui n'est pas. D'ailleurs, en fait, c'est le mot qui ne va pas. Hein. Il n'y a rien qui est vert. Alors, il faudrait être plus précis. Est-ce qu'on aura quelque part une réglementation qui interdit l'incinération des déchets végétaux? Aujourd'hui, on ne peut pas le dire et donc c'est un pari sur l'avenir. Et enfin, sur le dernier argument, oui, ok, on pourrait avoir un instrument politique et ça, ce n'est pas de mon domaine. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas dire qu'il est justifié scientifiquement. Et puis, le fait qu'on veuille rééquilibrer le matériau biosourcé par des principes qui sont plus vertueux, est-ce le cas? Eh bien, je ne suis pas sûre parce qu'il y a sûrement des cas où c'est beaucoup mieux et il y a sûrement des cas où c'est pire. Et en fait, le fait de vouloir généraliser, c'est un petit peu dangereux. Alors, quelques exemples pour illustrer. Il n'y a pas très longtemps, un article dans Ouest France qui relate d'une entreprise qui s'est lancée dans la transformation du bois déchet en biogaz, évidemment avec le qualificatif vert dans le titre. Alors, on a une confusion totale sur ce qui est vert et ce qui n'est pas. Tout est vert. Hein. Quand c'est recyclable, renouvelable, naturel, végétal, bio, c'est vert. En réalité, quand on fait de l'analyse du cycle de vie, on sait très bien que rien n'est vert et qu'il faut le calculer et que tout est, comme on dit, le diable est dans les détails. Il faut aller regarder les détails de process, les détails de transport, les détails d'origine du matériau, de ce qu'on en fait. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra dire c'est mieux ou c'est pas mieux que ce qu'il y avait avant. Donc, moi, cet article, pour moi, ça questionne effectivement le pari sur l'avenir. Et puis, un autre exemple très, très récent. Ici, dans cet exemple, on s'aperçoit qu'en fait, en Grande-Bretagne, des usines de production d'électricité qui sont donc à l'origine fonctionnent au charbon et au fioul, se reconvertissent pour pouvoir fonctionner avec des pellets qui sont donc des déchets de sciure de bois qui sont normalement produites dans les scieries. Une fois qu'on a produit le bois pour la construction, on a ces déchets et on peut les brûler et on a, on va dire, une énergie un peu plus renouvelable et puis moins impactante. Alors oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ces grandes stations de production d'électricité, elles rachètent des kilomètres carrés au Canada, notamment d'espaces forestiers. Et en fait, elles sont en train d'épuiser la ressource puisqu'elles coupent les arbres beaucoup plus rapidement que leur capacité à se régénérer. Et pourtant, quand on fait l'ACV juste au kilowattheure de cette production basée sur le bois, comme ils se concentrent uniquement sur la production d'énergie et pas sur les effets annexes, et bien finalement, on a un bilan carbone qui est tout à fait positif. Donc, ça questionne la renouvelabilité et le bénéfice présupposé du matériau bois ici sur le changement climatique. Alors, pour moi, pour terminer, la bonne question à se poser, c'est pas est-ce que c'est mieux ou pas mieux, est-ce qu'il faut remplacer ou pas remplacer, c'est plutôt dans quelles conditions, si on augmente les matériaux biosourcés dans le bâtiment, dans quelles conditions cela pourrait-il avoir un effet bénéfique? Et il faut aller chercher l'ensemble de ces conditions pour définir une stratégie qui permettra effectivement globalement au secteur d'avancer vers des pratiques plus vertueuses. Alors, comment on peut faire ça? Il faut d'abord prendre en compte les effets dynamiques et territoriaux parce qu'effectivement, on ne sait pas aujourd'hui si le fait d'aller augmenter la proportion de bois ou de surfaces agricoles qui vont capter du CO2 via la photosynthèse, si on les augmente, mais qu'on les coupe en même temps, il y a un équilibre à trouver. Aujourd'hui, on ne sait pas si ça va provoquer une baisse ou une augmentation.
puisqu'il faut prendre en compte les effets dynamiques, la repousse lente des arbres dans le cas du bois, les repousses plus rapides dans le cas d'autres matériaux biosourcés et les surfaces qui sont réservées à ça. Il faut prendre les effets des marchés économiques. Aujourd'hui, en plus, j'ai entendu aux informations ce matin, il y a une forte pression sur la matière première et en particulier sur le bois. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train d'acheter le bois d'Europe alors qu'ils l'achetaient traditionnellement au Canada. Et donc là, on voit une forte pression sur la ressource et on a aussi pas mal de trafic sur les origines du bois. Et donc, finalement, est-ce qu'il ne faut pas essayer d'anticiper et de renforcer éventuellement des protections réglementaires? On va avoir potentiellement une compétition sur le marché du foncier avec d'autres usages des terres, notamment les zones naturelles ou des zones pour la production alimentaire et évidemment les zones construites. Ensuite, on va avoir une compétition pour remplacer d'autres matériaux plus impactants. Alors, quelle est la réalité de ça? Il y a autant de diversité de matériaux aussi, pas seulement pour le bois, mais aussi les biosourcés, mais aussi pour les autres matériaux comme le béton, par exemple. Il y a autant de CV que de béton existants. Et puis, on sait qu'on a une perte importante de masse quand on coupe les arbres. Pour 1 kg de bois de construction, on a à peu près 1 kg de masse de sur qui est brûlée. Et ça, ce n'est pas inclus dans le périmètre du calcul. Donc, on va avoir un afflux potentiel de biomasse sur le marché de l'énergie. Voilà, donc je termine. Autres impacts sur l'environnement, évidemment, à considérer, notamment les pertes de biodiversité quand on fait de la culture intensive. Et puis, je le redis, je le dis souvent, mais biosourcé, ce n'est pas renouvelable. Une ressource n'est renouvelable que si la vitesse de consommation reste inférieure à la vitesse de régénération. Ça veut dire qu'il y a une limite et qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les limites qui sont acceptables pour préserver cette ressource. Voilà, donc les enjeux, ils dépassent vraiment l'échelle du bâtiment. Il faudrait pouvoir définir une stratégie claire, nationale et intersectorielle. Donc, ça pourrait se faire avec des mobilisations d'ACV territoriales dynamiques et conséquentielles, c'est-à-dire qu'on intègre les effets des marchés et des marchés interconnectés, donc BTP, énergie, foncier. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à vous. Vous avez tenu un temps parfaitement dans le créneau. Je vais vous proposer de lever la main pour qu'on vous donne la parole. Tous les spectateurs, là, si vous levez la parole, on vous donnera, on ouvrira votre micro pour que vous puissiez poser des questions à Madame Ventura. Sachant que je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions, c'est passionnant. En plus, vous soulevez des questions sur la fin, là, c'est... alors, on donne d'abord la parole à Olivier Deck. Allez-y. Alors, vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Très bien. Merci pour votre présentation qui était absolument passionnante. J'ai appris plein de choses. Et donc, la question là, que j'ai envie de vous poser sur la réglementation donc, environnementale, vous avez dit qu'il y a deux méthodes, on va dire, pour faire le calcul. Donc, la méthode, je ne me souviens plus l'acronyme, CREG, quelque chose comme ça. Du CIREG, oui. Ouais. Voilà. Et puis, la méthode Eiffel. En fait, je voulais savoir, est-ce que la norme prévoit voilà, qu'il faut faire selon une approche et puis tout le monde fera comme ça, ou est-ce que c'est laissé au choix à un moment de l'utilisateur de choisir une approche? Et dans le cas où l'utilisateur aurait le choix, finalement, j'ai l'impression que peut-être une approche peut être plus, on va dire, avantageuse parce qu'elle va donner l'impression qu'on a un bilan plus intéressant au final, alors que votre approche Eiffel a tendance à être plus précise, si j'ai bien compris, mais aussi à prendre en compte que l'efficacité ou en tout cas le bilan final est un peu plus négatif. Alors, non, en fait, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que c'est la méthode du CIREG aujourd'hui qui est… les coefficients en fait, de correctifs sont fournis par la réglementation. Ils sont basés sur la méthode du CIREG. Donc, il n'y a pas de choix aujourd'hui. Donc, alors, moi, je ne qualifierais pas la méthode Eiffel plus exacte, je la qualifierais de plus rigoureuse. Mais voilà, parce que effectivement, pour moi, il y a une incohérence de raisonnement dans le choix de bloquer les choses à 100 ans sans vouloir en fait considérer ce qui se passe après.
Merci. Il y a votre question. Bon, bah, si c'est bon pour vous, Nadia Sayouri, s'il vous plaît, vous pouvez poser votre question. Oui, merci. Merci, merci beaucoup Anne pour cette présentation très... Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Bonjour Nadia. Pour cette présentation très, très intéressante et complète. Ma question est un peu... la question que je voudrais te poser aujourd'hui, c'est que dans le génie civil, dans le monde des matériaux, on est en train de travailler tous sur des thématiques où on veut réduire l'impact environnemental. C'est même un thème qui devient un peu utilisé à tout bout de champ, j'allais dire. Alors, il y a toutes sortes de tentatives, tout ce qui sort, tout ce qui sort et tout ce qui est publié actuellement tend à faire un peu baisser cet impact. Alors, on parle beaucoup des ciments, on parle beaucoup de problèmes liés au génie civil et à l'utilisation de certains matériaux, la ressource d'un côté, le traitement de cette ressource d'un autre. Et moi, j'ai envie de savoir si aujourd'hui tu as un avis tranché, j'allais dire, sur les bonnes pratiques, sur vraiment ce qui est certainement positif pour l'environnement. Est-ce qu'on peut maintenant mettre des cases? Ton expérience est longue hein, sur ce sujet, c'est pour ça que voilà, je voudrais avoir ton sentiment sur les pratiques dans le génie civil et en tout cas les recherches, le sens des recherches dans lequel on s'est un peu tous engagés depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Ah, merci. Alors, la question n'est pas... Je sais que ce n'est pas très facile, moi, quand tu réponds encore plus que nous, je pense. Alors, en fait, mon expérience me montre que souvent, en génie civil, et en architecture aussi, on rentre dans la question par le matériau. Or, ce n'est souvent pas la bonne question. Il faut rentrer par le bâtiment. Et il faut tenir, en fait, chaque bâtiment, mais ça vous le savez, il est unique, il est dans un endroit donné. Et je pense qu'il faut rentrer dans la spécificité. Il faut éviter les solutions justement standards. On s'aperçoit par exemple qu'effectivement le climat va jouer énormément sur la durabilité du matériau. On a eu un article où on montrait que on pouvait changer la façon de calculer les épaisseurs de bombage, par exemple, et qu'on pouvait diminuer fortement les impacts sur le changement climatique en changeant la pratique. Donc, en fait, il y a énormément de facteurs possibles. Et moi, dans mes réflexions, j'en suis venue à me dire non, la solution, ce n'est pas le matériau, ce n'est pas, tel ou tel type d'énergie, c'est le bâtiment dans son ensemble et dans son territoire. Et donc, je pense que la vraie solution, c'est de pouvoir éco-concevoir un bâtiment en utilisant par exemple les méthodes numériques, en ayant c'est ce qu'on fait hein, au niveau de nos recherches, en ayant en fait à disposition l'ensemble des scénarios possibles, des matériaux, mais aussi des dimensionnements, mais aussi des systèmes de chauffage, de l'aération, etc. Donc d'utiliser ces outils numériques, d'aller chercher à un endroit donné quelle est la meilleure solution. Et je pense que c'est ça l'avenir, parce que c'est beaucoup plus pratique, c'est appliqué au terrain, c'est plus complexe à comprendre. Par contre, avec les outils numériques aujourd'hui, ce n'est pas forcément inatteignable, c'est-à-dire que je ne dirais pas que c'est disponible aujourd'hui, mais ça peut l'être. En fait, tous les outils existent, il faudrait pouvoir les intégrer dans les démarches. Et on pourrait effectivement aller ressortir parmi l'ensemble des solutions possibles, laquelle est la meilleure à cet endroit-là. Voilà, moi, c'est ma position. Et donc, je peux pas dire tel matériau. Alors, oui, le biosourcé, globalement, il a capturé, au moins je parle du changement climatique, je ne parle pas des autres impacts, au moins, effectivement, il a eu de la photosynthèse. Maintenant, on sait très bien que s'il vient de trop loin, on va annuler complètement les effets. Donc, en fait, à chaque fois, on peut trouver des situations où il va pas être meilleur. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu difficile de dire ben, le bois, c'est mieux. Merci, vous faites ça, oui. Mais substituer, par exemple, ne serait-ce que ça dans le béton en particulier, on substitue beaucoup par beaucoup de choses naturelles, sans traitement, etc. Ma question est vraiment celle-là, est-ce qu'on peut arriver à un effet inverse, enfin en pensant
bien faire en pensant à améliorer les choses? Est-ce qu'on a un travers qu'on ne voit pas puisqu'on n'est pas dans une démarche forcément globale? Alors oui, Non. il y a des travers. Alors je vais généraliser. Les travers sont par exemple celui que j'ai cité sur les pellets, c'est-à-dire quand on est dans une logique d'économie circulaire, on va prendre un déchet et on va le valoriser. La plupart du temps, si il y a bien un remplacement de quelque chose de plus polluant, donc ça c'est le premier travers. Donc effectivement, quand on a un déchet et qu'on va remplacer du ciment Portland, la plupart du temps, c'est intéressant parce que le ciment émet beaucoup, le Portland émet beaucoup de CO2. Donc la plupart du temps, ça va être intéressant. Mais des fois, on ne le remplace pas. Donc déjà, il faudra être sûr de ce qu'on remplace. Et puis, le deuxième effet pervers, c'est ce que j'ai cité pour les pellets, c'est quand le déchet devient le produit principal. Et que là, on va chercher à produire, par exemple, plus du… Alors, par exemple, le laitier, il vient de l'acier. On va chercher à produire plus d'acier, non pas pour avoir de l'acier, mais pour avoir du laitier, parce que tout à coup, c'est devenu le produit principal. Et alors là, on a un effet très pervers, parce que on va augmenter globalement les émissions de gaz à effet de serre, avec l'idée qu'on croit qu'on est écologique, parce qu'on a utilisé un déchet. Donc en fait, c'est toute cette notion d'effet pervers d'économie circulaire qui aujourd'hui n'est pas bien gérée, parce qu'on ne fixe pas de limites. Il faudrait fixer des limites pour dire, non, là, cette ressource, elle est valable, mais au-dessus de telle valeur, elle va inverser la tendance et être beaucoup plus nocive pour l'environnement. Donc voilà, pour moi, c'est ces deux effets pervers auxquels il faut vraiment prendre garde. Merci, je rends la parole. Merci Marie. Merci beaucoup pour vos questions et vos réponses qui sont toutes très intéressantes, mais on va essayer d'aller vite parce que sinon on a déjà du retard sur le planning déjà là, à la première étape. Abdelhafid, je vous donne la parole, mais question courte, réponse courte. D'accord. Bonjour Anne, merci bonjour Abdel. Pour cet exposé. Oui, réponse courte, deux petites questions, mais très courtes. La première, Anne a déjà esquissé un petit peu en parlant des laitiers. Effectivement, on entend parler beaucoup de ça, mais je pense que ni les gens qui font de l'acier comptabilisent le laitier, ni les bétonneux. Donc, il y a un problème, je pense, dans ça qu'il faudrait rapidement régler. Mais ma deuxième question, c'est concernant le bois. Il est victime de son succès, effectivement, actuellement, et il y a même un lever de bouclier des cimentiers. J'ai vu un article hier là-dessus où il commence un petit peu à taper sur la table en disant pourquoi le bois? Pensez-vous que vraiment parler que d'un matériau, ce que fait l'État, etc., va dans l'extrême est la bonne solution? Bon, c'est une question très, très générale, quoi. Ah oui, alors, première question sur les laitiers, oui, j'ai fait un peu exprès de mentionner ce cas-là. Donc, il y a un vide méthodologique. En gros, les responsabilités environnementales attribuées aux laitiers, elles ne sont pas les mêmes selon qu'on produit de l'acier et on dit que le laitier est un déchet et donc il a zéro impact. Et puis, quand on est du côté de celui qui utilise le laitier, on ne compte pas d'impact non plus parce que c'est un déchet. Et en fait, en réalité, au milieu, il y a une partie de cet impact qui doit être répartie entre le laitier et l'acier. Et comme chaque secteur n'a pas les mêmes règles, finalement, on a un vide et on a zéro pour tout le monde, alors que ça ne reflète pas la réalité. Donc ça, c'est une question d'harmonisation de règles européennes. C'est au niveau de l'Europe que ça se gère. Et j'espère que ce sera réglé. Et puis, sur la question du bois, oui, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que une ressource biosourcée, elle n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, renouvelable, ça ne veut pas dire illimité. Et donc, ça veut dire que il faut effectivement, quand on a une ressource, on voit bien pour les poissons aussi, aujourd'hui, les océans se vident parce qu'on pêche plus vite que la vitesse de régénération. Donc, ça veut dire qu'il faut fixer des limites. Et je pense qu'elles devraient être territoriales. Donc, la France devrait fixer des limites de consommation de bois et chaque pays devrait le faire pour assurer un renouvellement de la ressource. Voilà. En particulier du bois parce que c'est lent. Les autres matériaux, ce serait peut-être plus… la limite serait plutôt sur l'emprise, pas trop être en compétition avec l'alimentation. Sinon, voilà, il y a toujours des limites. Ok, merci beaucoup et merci pour ton excellent exposé. Merci Abdel.
Et dernière question de Rachid Zantar, s'il vous plaît. Oui, merci Marie, merci Anne, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Très bien, oui. Ma question va être très très courte. Là, merci en tout cas pour votre présentation qui était vraiment excellente. Ma question en fait va s'articuler juste par rapport aux données. Je ne sais pas ce que vous avez, comment dire, dans votre présentation, omis un petit peu cette partie, concentrée plus sur les méthodes et les méthodologies. Mais on sait tous, hein, au jour d'aujourd'hui, justement, l'accès à la donnée, aussi à de la donnée fiable, ce n'est pas toujours évident pour mener ce type d'études. Est-ce que vous avez une réponse à nous apporter sur ce point-là? Ah, bah, vous avez raison, c'est le nerf de la guerre. On a des données, hein, il y a par exemple les fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui sont des données qu'on appelle génériques, c'est-à-dire que justement elles vont refléter une moyenne de production d'un matériau en France. Donc quand on n'a rien d'autre, bah, c'est bien, mais ça ne va jamais refléter votre cas dans votre bâtiment, dans votre matériau. Et donc, bah, il faut les produire soi-même. Il n'y a pas d'autre choix. Si on veut faire de l'éco-conception, il faut produire des données spécifiques. C'est un travail long et fastidieux et on manque aujourd'hui de personnes qui savent faire ça. Alors voilà, je n'ai pas d'autre, malheureusement, de solution miracle à ça. Ok. Base de données, voilà, mais c'est pareil. On fouille, on passe beaucoup de temps à chercher des données. Oui, effectivement. Je pense que c'est quelque chose de très délicat. En tout cas, merci en tout cas pour votre réponse. Merci. Bien, merci à Marie et à Anne pour cette première session plénière particulièrement intéressante et c'est toujours frustrant. Et puis, on peut encore moins utiliser la phrase magique. Vous allez poursuivre les discussions à la pause café parce que vous risquez d'avoir un petit peu de mal. Ça, en numérique, on n'y est pas arrivé. Alors, merci encore. De façon à ne pas retarder plus le processus, je ne sais pas si Alain, j'ai vu apparaître, tu voulais introduire la Non, je voulais juste remercier Anne très rapidement en fait, pour cet exposé très intéressant. En fait, hier, Olivier Deck avait commencé à exposer un petit peu la situation du réchauffement climatique et la place de la communauté universitaire du génie civil là-dedans. Et en fait, il a proposé ce qui est sorte de think tank ou de groupe de travail universitaire qui se monte. Je pense que ce sera l'occasion peut-être que vous preniez contact tous les deux parce que la communauté universitaire en fait est en attente d'un petit peu d'organisation en fait dans le domaine dans ce domaine-là. Vous êtes une des leaders nationales en fait dans ce domaine. Et donc nous ce qu'on souhaite au niveau de la UGC en fait c'est qu'il y ait des choses qui se montent assez rapidement pour répondre à cet enjeu qui, pour l'instant, en fait, n'a pas été pris suffisamment à bras le corps par la communauté universitaire. Or, il y a un potentiel de travail énorme dans la communauté universitaire. Et donc, alors, si vous voulez en fait prendre contact, il faudrait que les choses avancent. À ce sujet, je pense à lien et je pense que